La Guinée, la première mention de ce mot est faite sur carte au XIVe siècle, vers 1320. Avant, les explorateurs portugais l'appelaient pays des rivières du Sud, par rapport au Sénégal. Les rivières du Sud couvrent les actuelles préfectures de Dubrika, Bofa, Kouya, Fria, Kindia, Télémélé, Forikaria et Conakry. Les Français commencent à s'intéresser à ce territoire dès la première moitié du XIXe siècle. Ils signent des accords avec des chefs traditionnels de la région côtière où ils installent des comptoirs de traite d'or, d'ivoire et de bois précieux. La colonisation française, quant à elle, commence en 1838. Le drapeau français est hissé pour la première fois dans l'île de Tombeau le 30 juin 1880 pour matérialiser la volonté de faire des rivières du Sud une colonie de la France. En 1882, le pays des rivières du Sud est constitué en colonie française dépendante de Dakar. Et le 1er janvier 1890, Conakry est choisi par l'administration coloniale française comme lieu de résidence du commandant du cercle de Dubreka, en même temps capitale des rivières du Sud. La chronique des découvertes des côtes de Guinée, parue en 1452, contribua à mettre l'appellation Guinée en lumière. Le Fouta-Djallon, royaume indépendant, est placé sous protectorat français qui donne droit de construction de la voie ferrée partant de la côte vers le Niger et le Soudan. Le reste du territoire qui s'étend à l'est et au sud-est est constitué par l'empire du Wassoulou de l'Almami Samori Touré. La ville de Farana, située au centre-ouest de la Guinée, relevait de l'administration du commandement du Haut-Niger installé à Kaï, au Soudan, actuelle République du Mali, est érigée en cercle le 18 mai 1893 avec pour chef-lieu Eremakono, puis rattachée à la colonie Guinée française, elle-même intégrée à l'AOF, l'Afrique occidentale française, en 1895. Wali bagna demi imuna inga walida ibaba walida ibomba mai termu bima walnagai Simidi muna tande muna biune ave wani buka kuma wani mama Simidi muna tande muna biune ave baba kuma wani mama Simidi muna tande muna biune ave lede buka kuma wani mama Le travail forcé a donné à la Guinée ses premiers axes routiers, chemin de fer, port, écoles, hôpitaux, postes, radiodiffusion, au prix de beaucoup de sueur et de sang. L'administration coloniale française met la Guinée à rude épreuve en exigeant des populations la fourniture obligatoire de denrées de toutes sortes. Palmistes, café, peau, cachou, bois, etc., etc. Les hommes étaient arrachés à leur famille et à leur activité sur ordre de l'administration coloniale. Ils sont envoyés dans des chantiers pour une durée déterminée.
Un chantier parmi tant d'autres, appelé Kakulima, est particulièrement redouté. Au cours des 2 dernières guerres mondiales, environ 20 000 Guinéens sont recrutés dans tout le territoire et enrôlés comme tirailleurs sénégalais pour venir en aide à la France. La résistance des populations à l'occupation coloniale s'organise et se poursuit jusqu'en 1912, après l'anéantissement de toutes les principales forces d'opposition. Farana, ville située au cœur du Sankara, dans la savane guinéenne, est appelée aussi la double source. Le fleuve Niger y prend sa source, plus précisément à Forokonia, à la frontière de la Guinée avec la Sierra Leone. C'est le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest qui traverse un ensemble de zones physico-géographiques aux complémentarités de vocation très nettes et riches en ressources naturelles sur un parcours de 4200 km. Farana, c'est également cette ville qui a donné à la Guinée le fils qui a conduit le pays à l'indépendance et dont les efforts dans l'œuvre de construction nationale et de la restauration de la dignité africaine sont passés dans la légende. Il s'agit du président Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré est le deuxième fils de Alpha Touré, descendant Sarakolé. Il est le premier fils pour sa mère Aminata Fadiga, une Yalonké, petite fille de l'Amami Samori Touré, l'empereur de Ouasso. Certains de ses effets sont conservés dans cette case pour entretenir sa mémoire. Suivant la tradition, Sékou Touré, dès l'âge de 5 ans, reçoit son instruction coranique avec des camarades auprès du marabout Fodé Bokar Kamara, le premier imam de la ville de Farana. À l'âge de 7 ans, il est inscrit à l'école rurale de Farana, l'unique établissement à 4 classes tenu par Souleymane Koné, originaire de Beïl. Du CP1 au CE2, Sékou Touré se révèle comme un bon élève, particulièrement brillant dans les calculs. En 1933, il est désormais à l'école régionale de Kissidougou, ville située à 132 km de Farana. C'est l'école Kissikaba Keïta que Sékou Touré et certains de ses frères et camarades rejoignent à pied après 5 jours de calvaire. Au terme du premier cycle, Sékou Touré réussit à l'examen de passage à l'école primaire supérieure Camille Gueye de Conakry. Mais après grand étonnement pour tous, son nom est rayé de la liste des admis. Motif, un rapport de Fodé Bokar Marega, directeur de l'école régionale de Kissidougou, adressé à René You, inspecteur du primaire, qualifie Sékou Touré d'élève dangereux. Il est orienté, sans son avis, à l'école professionnelle Georges Poiré de Conakry, filière menuiserie, chaudronnerie. En 1937, Sékou Touré est exclu de cette école pour avoir entraîné ses camarades d'élèves à la révolte. Désormais, il se contente des cours par correspondance pour rehausser son niveau d'instruction. Mon enfance et celle des hommes de ma génération ont été rendues difficiles et même malheureuses par l'existence du fait colonial et par la pratique féodale. Licencié de l'école avec le simple certificat d'études primaires, privé de parents directs et lancé dans le combat de la vie à un âge mineur, j'ai connu, comme bien d'autres frères et amis, les privations, l'inquiétude et l'insécurité, sans oublier le handicap important du manque de toute formation intellectuelle et professionnelle sérieuse. J'ai dû, au sein du peuple, comme au contact d'autres hommes, et par la légitime ambition de vouloir toujours me rendre meilleur, supérieur à ce que j'étais, par la volonté de devenir l'être qui concrétise toutes ces virtualités, me former, m'éduquer, apprendre, toujours apprendre quelque chose d'utile, au prix d'efforts constants et continuellement renouvelés. Ainsi, ai-je fini par savoir, dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Fin de citation. En 1940, suite à un concours, Sékou Touré est recruté à la compagnie du Niger français en qualité de commis aux écritures. L'année suivante, il est déclaré admis au concours des commis des secteurs financiers, aux postes et télécommunications. Son esprit s'ouvre grandement au sens de l'organisation sociale grâce à ses lectures de journaux magazines.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale voit apparaître en Guinée française les premières organisations syndicales. Le premier syndicat des postes et télécommunications est créé en 1945 par Sékou Touré, dont il devient le secrétaire général, soutenu par la CGT française. Il gagne en popularité. Il est invité au congrès de la CGT à Paris en 1946. Prague et Varsovie lui offrent des visites d'amitié et de courtoisie. Élu secrétaire général du comité de coordination des syndicats CGT pour l'Afrique occidentale française et le Togo, Sékou Touré et certains syndicalistes sont emprisonnés le 7 juin 1954 pour fait de grève. L'administration coloniale, qui songe à le muter au Niger, renonce à son projet. Sur le plan matrimonial, après avoir rompu ses liens avec Marine Diao, jeune fille sénégalaise, de même qu'avec Marguerite Coll, qui est la mère de feu Aminata Touré, Sékou Touré épouse à Cancan en 1953 mademoiselle André Duplantier-Kourouma, fille de Jean-Marie Duplantier, médecin militaire français. De ce mariage est né Mohamed Touré. En cette année de 1953, Sékou Touré émerge comme un leader populaire et en janvier 1954, il est élu député à l'Assemblée nationale française. Dans tous les milieux en France, la nécessité se fait sentir d'organiser les forces populaires et de secouer le joug français. Le 18 septembre 1946, à la clôture des débats sur le second projet de la nouvelle constitution française, les élus africains présents à Paris convoquent à Bamako, pour le 18 octobre 1946, un grand congrès de l'Afrique sous domination française pour la définition d'une plateforme commune à une action politique concrète autour d'un programme d'émancipation politique. Plus de 800 délégués répondent à l'appel. La Guinée est représentée par 10 délégués, issus des amicales régionales regroupées à Conakry. Le congrès constitutif du RDA, Rassemblement démocratique africain, tenu les 18, 19 et 20 octobre 1946 à Bamako, dit à l'article 2 de ses statuts ne pourra être fondé par territoire qu'un seul parti se réclamant du Rassemblement démocratique africain. Ce parti, en dehors de son appellation locale, portera la mention de section du Rassemblement démocratique africain. Le 14 mai 1947, les délégués guinéens au congrès constitutif du RDA se retrouvent à Conakry, sous la présidence du vice-président du RDA, l'ivoirien Gabriel Arboussier. Le PDG Parti démocratique de Guinée est créé et Mamadou Madiera Keïta est élu premier secrétaire général. Après Amara Souma et Fodé Keltigui Traoré, Sékou Touré devient le secrétaire général du PDG en 1952. Il cumule cette fonction à celle de secrétaire général de la CGT. Il parcourt tout le territoire de la Guinée, prend contact avec les populations qui l'encouragent à la lutte et à s'organiser. Il voyage aussi dans les colonies d'Afrique occidentale française pour voir comment les sections du RDA sont organisées. Il exhorte les travailleurs, paysans, transporteurs et artisans à la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'administration coloniale utilise tous les moyens pour empêcher son élection à tous les échelons. Aux élections du Conseil général de la Guinée en 1952, Sékou Touré obtient la majorité dans la circonscription électorale de Zérékoré, mais il n'a pas été proclamé élu. Aux élections partielles du 27 juin 1954 à l'Assemblée nationale française, pour remplacer le député Yacine Diallo, décidé en avril 1954, le candidat Sékou Touré a bénéficié d'un large soutien populaire, mais il n'a pas été proclamé élu. À cause de ces fraudes électorales, des travailleurs et paysans prennent conscience et adhèrent massivement au PDG, Parti démocratique de Guinée. En 1954, deux partis politiques de l'opposition sont créés en Guinée, le BAG, Bloc africain de Guinée, créé par Koumandian Keïta, instituteur principal, et la DSG, Démocratie socialiste de Guinée, fondée par Yacine Diallo, parti affilié à la SFIO. Ce parti deviendra plus tard le MSA, Mouvement socialiste africain, avant de fusionner avec le BAG pour donner naissance au PRA, Parti du regroupement africain dirigé par Ibrahima Bari, dit Barito.
Le 2 janvier 1956, élection législative à l'Assemblée nationale française. Victoire du PDG. 2 députés sur 3 sont élus, Sékou Touré et Seyfoulaye Diallo. La France franchit une nouvelle étape sous la voie de l'émancipation des colonies d'Afrique noire dans la première moitié du XXe siècle. Le 29 février 1956, un nouveau projet de loi cadre est soumis au Parlement. Cette fois, consacre la balkanisation des fédérations de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Loi adoptée le 23 juin 1956. En Guinée française, le 18 novembre 1956, ont lieu les élections communales, élection du PDG avec 13 municipalités sur 13, Sékou Touré devient maire de Conakry. La loi cadre entre en application le 4 avril 1957. Elle institue une semi-autonomie en faveur des territoires d'outre-mer avec un exécutif procédant de l'Assemblée élue, sauf le gouverneur qui est président de droit de conseil de gouvernement. Le 26 avril 1957 a lieu le renouvellement de l'Assemblée territoriale qui consacre la victoire du PDG RDA, 57 sièges sur 60. La loi cadre donne officiellement au PDG une partie de la gestion des affaires du territoire. Sékou Touré, secrétaire général du parti, devient le vice-président du conseil de gouvernement, tandis que Seyfoulaye Diallo, second leader du parti, prend en charge la présidence de l'Assemblée territoriale. Le PDG, Parti démocratique de Guinée, supprime la chefferie traditionnelle le 3 décembre 1957. Il institue les conseils villageois des circonscriptions élues démocratiques. En France, le général de Gaulle, venu aux commandes en mai 1958, fait voter d'urgence à l'Assemblée nationale le projet de loi sur les pleins pouvoirs en métropole. Le gouvernement a mandat d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution organisant les pouvoirs de la France avec les pays d'outre-mer. Le 14 mai 1958, le Conseil constitutionnel achève ses travaux. Au lieu du terme fédération, il adopte celui de communauté avec 2 amendements. Le premier permet à tout territoire ayant voté oui au référendum d'obtenir son indépendance sans cessation avec la France, donc avec la garantie de l'aide française. Le second prévoit que les territoires peuvent rentrer dans la communauté regroupée s'ils le désirent, ce qui ne correspond pas au principe de l'exécutif fédéral. C'est un compromis. Le général de Gaulle accepte les 2 amendements et décide d'entreprendre une tournée dans les colonies pour la campagne au projet de communauté qui sera soumis au référendum. Le 25 août 1958, le général de Gaulle arrive à Conakry.
long pays que vous avez bien voulu entreprendre à travers l'Afrique à un moment où tant de préoccupations et tant de problèmes devraient vous retenir à Paris, trouve à nos yeux à la base du monde votre détermination d'en finir avec la politique d'hésitation, de résistance et de tâtonnement. Ce voyage indique aussi votre volonté d'apporter une solution claire et définitive au rapport nouveau entre la France et ses anciennes colonies. Nous voudrions vous affirmer ici avec force que l'Assemblée territoriale et le Conseil de gouvernement de la Guinée, fort de l'appui sans réserve des masses populaires et de la confiance totale de l'écrasante majorité des populations guinéennes, et en parfaite identité de vue, mesure toute la gravité de cette heure où séjourne le destin de l'Afrique. Ils ont aussi conscience de l'importance de l'option à faire. C'est donc, en toute connaissance de cause, qu'ils sont toujours. Nous avons maintenant un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d'homme et en fait arbitrairement un être intérieur. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La campagne pour le vote au référendum débute le 12 septembre. Le 14 septembre 1958 se tient la conférence des cadres politiques du PDG, au cours de laquelle la décision de voter non au référendum du 28 septembre est prise. La décision est prise pour sensibiliser les populations par des conférences et meetings. Sékou Touré tend la main aux leaders des partis politiques de l'opposition et il rencontre une large compréhension pour le devenir de la Guinée. Le 14 septembre 1958, au cours du 4e congrès du PDG, face au projet de constitution de la 5e République française, le Congrès décide du rejet pur et simple et engage ses militants à voter non. Faranani kisidu katati gudula beira kalu masakani zere kore anye duwa uche be afonno no sigirini kanka katati kore sala pingira ini dabola mamuni delaba anye duwa uche be afonno no la beli pita katati telemeni tileni mali yukunguni kawadi anye duwa uche be afonno no. 1 405 186 Guinéens sont inscrits pour le référendum. Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement le rejet de la nouvelle constitution de la communauté française. Au cours du vote, 1 130 292 000 voix se sont prononcées pour le non et 56 959 pour le oui. Le 2 octobre 1958, la République de Guinée est proclamée par Seyfoula Diallo à 10h30 au palais de l'Assemblée. Au nom de l'ensemble des députés de la nouvelle Assemblée nationale constituante souveraine, il désigne Sékou Touré président de la République de Guinée. Proclame solennellement l'indépendance nationale de la Guinée et l'élection
de l'Assemblée territoriale présente en Assemblée nationale constituante souveraine. Dont les membres prennent le titre de député. Décide d'attribuer à ce nouvel État indépendant le nom de République de Guinée. Neuvièmement, proclame l'adhésion de la République de Guinée aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Dixièmement, invite le gouvernement de la République de Guinée à prendre toute disposition pour accréditer la République de Guinée auprès des autres nations et de l'Organisation des Nations Unies. À l'extérieur, l'indépendance de la République de Guinée est saluée comme un acte de courage et de clairvoyance. Une soixantaine de pays, au premier rang le Ghana et le Libéria, reconnaissent rapidement le nouvel État, auquel le Royaume-Uni, l'Allemagne fédérale et les États-Unis accordent une attention particulière. L'Égypte, la Chine, l'Union des républiques socialistes soviétiques, aussi aujourd'hui la Russie, de même que la Tchécoslovaquie, de nos jours la République tchèque, marquent leur sympathie pour la République de Guinée. Plusieurs cadres viennent des quatre coins du monde pour aider les Guinéens à prendre en main leurs nouvelles responsabilités. Des Guinéens de la diaspora font leurs valises et rentrent au pays. Hauts fonctionnaires, cadres administratifs et techniciens parmi eux, Diallo Telli, Fofana Karim, des hommes d'affaires d'envergure, comme Baïdi Gueye et Mamadou Touré, dit Petit Tour. Le premier gouvernement est constitué ce 2 octobre 1958. Le 10 octobre de la même année, la constitution guinéenne est adoptée et Sékou Touré devient chef de l'État.
Le 12 décembre 1958, la République de Guinée est admise aux Nations Unies comme 82e membre. Monsieur le Président, Excellences, c'est avec une réelle émotion que j'ai l'honneur et la joie de m'adresser à votre haute assemblée et à travers elle au vénérable peuple des 82 nations que vous représentez. En effet, en mettant fin à la domination étrangère en septembre 1958, le peuple de Guinée avait placé son intime espoir en l'Organisation des Nations Unies. En nous reconnaissant et en nous accueillant comme membre des Nations Unies, vous avez brisé le cercle d'isolement que nos ennemis, les ennemis de l'évolution africaine, tentaient de refermer autour de la jeune République de Guinée, afin de décourager définitivement toute velléité de libération sur le sol africain. Combien il est réconfortant pour les patriotes que nous sommes de constater qu'aux heures les plus décisives du destin de nos peuples, la solidarité et la fraternité internationale ne font jamais défaut. Le gouvernement que j'ai l'honneur de présider, fidèle à l'idéal de justice et de solidarité, fidèle surtout à l'action et à la volonté unanime du peuple de Guinée en faveur de l'accélération de la lutte des peuples opprimés, entend une fois de plus proclamer que la liberté de l'Afrique est indivisible et qu'en conséquence, l'indépendance guinéenne est inséparable de celle des autres peuples d'Afrique. Pour la coopération internationale dans la paix et la justice, vive l'Organisation des Nations Unies. L'armée guinéenne est créée le 1er novembre 1958 et 1958, où il est chaleureusement reçu par Kwame Nkrumah, grâce auquel la question d'admission de la Guinée aux Nations Unies a été portée devant le Conseil de sécurité. Une déclaration commune de l'Union Ghana-Guinée est signée le 24 novembre 1958
Cette union est perçue par les deux leaders comme l'embryon des États-Unis d'Afrique. Un premier prêt de 28 millions de dollars est consenti par Accra. En 1961, Sékou Touré rend visite à John Fitzgerald Kennedy, jeune président américain, en raison de ses idées et de son engagement anticolonialiste. En 1962, une grande réception lui est offerte en Égypte par Gamal Abdel Nasser, qui lui donne le prénom d'Ahmed. Il rencontre ses grands amis qui ont pour nom Patrice Emery Lumumba, Haïlé Sélassié. Il reçoit en République de Guinée en 1960 55 pays à l'occasion de la 11e conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques. Aux yeux de tous, Sékou Touré semble bien plus intéressé par l'unité africaine qu'il réclame avec ardeur. C'est avec enthousiasme qu'il participe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie. La conférence d'Addis Abeba devra réserver un démenti cinglant à ces prophéties qui n'ont d'autre motif que de contribuer au renforcement de la division et même d'établir l'incapacité de l'Afrique à diriger efficacement son destin. Les peuples d'Europe, d'Asie, d'Amérique, qui ont constitué des unités continentales, ont-ils adopté les mêmes coutumes, les mêmes modes de vie, les mêmes régimes politiques et sociaux? Parlent-ils les mêmes langues? Ont-ils le même système économique? Nous pensons que non. Leur mérite reste justement dans le fait politique qui leur a permis de transcender la diversité, les particularismes qui caractérisent leur régime politique, économique et sociaux, par la création de communautés plus vastes, au sein desquelles est assurée de manière cohérente la coordination de leurs activités aux fins d'une évolution rapide et harmonieuse de leur personnalité et de leurs communes valeurs. Guinéens, passeport diplomatique et argent pour participer à des conférences ou colloques de par le monde pour se faire entendre. L'agression portugaise du 22 novembre 1970 contre la République de Guinée est un des points forts pour son soutien aux combattants du PSGC, dirigé alors par Amical Cabral. Tous les mouvements de libération en Afrique, particulièrement en Angola, en Guinée-Bissau, au Zimbabwe, en Angola, et l'ANC de Nelson Mandela ont une lourde dette de reconnaissance envers le président Sékou Touré et la République de Guinée. Sur le plan national, de nombreux Guinéens vont vivre dans une psychose de complot. À partir de la loi cadre du 8 novembre 1964, jusqu'au lendemain de la révolution culturelle socialiste du 2 octobre 1968 et de l'agression portugaise du 22 novembre 1970, le pouvoir se radicalise. Les entreprises privées sont supprimées et les libertés démocratiques remises en cause. Des observateurs et critiques parlent de nombreux complots contre le président Sékou Touré. Arrestations, épurations et exécutions au sein du parti suivent ces différents complots. La Guinée est isolée à l'international. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein. En 1975, les relations diplomatiques entre la République de Guinée et la France se normalisent grâce à l'attitude conciliante du président français, Valéry Giscard d'Estaing. Les relations entre la République de Guinée et l'Allemagne fédérale sont rétablies la même année.
Le 18 décembre 1977, le Afia Football Club de Conakry est triple champion d'Afrique de la Coupe Nkwame Nkrumah. Le président Ahmed Sékou Touré engage la jeunesse guinéenne à rétablir le pont de l'amitié avec les jeunesses du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Le 18 mars 1978, avec la médiation du président William Tolbert du Libéria, les présidents Ahmed Sékou Touré de Guinée, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Nana Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire se réconcilient à Monrovia au Libéria. La même année, l'OUA, qui est secoué par une grave crise, est sauvé de son éclatement grâce à une intervention magistrale du camarade président Ahmed Sékou Touré. Élu par ses pairs, vice-président de l'organisation de la conférence islamique en 1981, le président Ahmed Sékou Touré entreprend les premières démarches pour arrêter la guerre entre l'Irak et l'Iran, déclenchée le 22 septembre 1980 par l'armée irakienne sans grand succès. En janvier 1984, le président Ahmed Sékou Touré, lors du 4e sommet de l'organisation de la conférence islamique tenue à Casablanca au Maroc, a joué un grand rôle pour la réintégration de l'Égypte au sein de la Ligue arabe et de l'organisation de la conférence islamique. La presse égyptienne a abondamment salué cette contribution du chef de l'État guinéen. Le président Ahmed Sékou Touré se propose d'accueillir à Conakry au mois de mai 1984 le 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Contre toute attente, il rend l'âme le lundi 26 mars 1984 au terme d'une intervention chirurgicale effectuée à Cleveland, aux États-Unis, où il avait été évacué sur recommandation spéciale des rois de l'Arabie saoudite et du Maroc. Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sékou Touré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où, pour la première fois, son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats et celle plus importante de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avait donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue.
comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants.